Merci beaucoup, Claire. Merci. Je suis très heureux de retrouver Carolina, voilà, dont je lis avec passion les travaux. Et on a de trop rares occasions de se rencontrer en dehors de ce webinaire, d'ailleurs. Donc, je suis ravi de partager ce moment avec toutes et tous. Mon propos ne sera pas forcément beaucoup plus concret, technique ou pratique que ce que nous a dit, mais en plan très large et profond cependant, Carolina. Moi, dans la mesure où le webinaire associe des problématiques d'écologie et de constitutionnalité ou de constitutionnalisation, je voudrais peut-être revenir sur un ou deux points qui me marquent, moi, quant à la situation française, mais ce que je tiens à dire avant, c'est qu'au moment où Claire m'a donné la parole, elle a évoqué l'inclusion. Euh, et d'ailleurs, de façon très en plan large, Carolina a aussi évoqué cette inclusivité-là. Il se trouve que la perspective écologique, quand on fait du droit constitutionnel, est extrêmement intéressante pour lutter contre de très nombreuses formes de recroquevillement euh, à tendance nationaliste, par exemple, parce que l'écologie est une invitation à l'ouverture et à la croyance, qui est plus qu'une croyance, ce sont des données scientifiques, relatives aux solidarités et aux interdépendances, qui font que quand on fait de l'écologie, en réalité, on ne peut pas se limiter à une vision relativement pauvre, mécaniste et un peu déshumanisée qu'on appellerait l'environnement. L'écologie, ça renvoie à quelque chose d'infiniment vivant et de complexe et qui, à mon avis, se déploie sur trois étages qu'il va nous falloir intégrer dans les champs constitutionnels. Il y a un étage mental, incontestablement, et ça renvoie à ce que tu disais, Claire, à ce qu'on pourrait appeler un nouvel imaginaire ou à une nouvelle représentation. Et sous cet angle, Carolina aurait sans doute, même si je m'intéresse beaucoup pour ma part à l'anthropologie et à l'ethnologie, elle aurait sans doute beaucoup à nous dire dans le sillage de ses travaux antérieurs, ou alors d'ailleurs en lien avec ce que tu disais très justement autour de Marménor tout à l'heure, Claire, beaucoup à nous dire sur la manière dont on peut inclure, par effet de décentrement, des éléments qui sont trop souvent rendus invisibles dans le champ constitutionnel. Et j'aime donc beaucoup cette première notion de représentation ou de la vulnérabilité ou de ce qui est généralement tendanciellement invisibilisé. Vous savez, sous cet angle, si je peux me permettre de le dire, bien qu'il y ait une différence entre les deux, il y a quand même des zones de contact entre ce que veut dire dans un processus constituant associer des minorités, Carolina l'a bien dit tout à l'heure, hein, ou des personnes qui sont souvent à la marge, pour ne pas dire à la zone périphérique, et vous entendrez ici la formule de différentes façons, et bien évidemment l'ensemble du vivant. Et cet ensemble du vivant dont nous dépendons, avec lequel nous sommes en interaction, nous montre bien à quel point la solidarité n'est pas juste une sorte d'aspiration qu'on pourrait qualifier de, au titre d'une sorte de pauvreté de vocabulaire, d'une écologie de la charité, ce ne serait pas ça du tout. C'est bien plutôt le fait que la considération de base est qu'il nous faut inclure tout le vivant, mais tout le vivant, ça commence déjà par faire reculer ce qu'on pourrait appeler les logiques de domination dans la manière d'imposer un discours. Et là, dans le processus constituant lui-même, ça Carolina l'a bien évoqué, si on ne passe pas par des procédures tout à fait nouvelles qui permettent d'inclure dès l'amont, parce que si on fait en aval, un référendum, c'est relativement sec, c'est binaire, c'est oui ou non, alors que l'inclusion en amont et de minorités souvent invisibilisées et du reste du vivant, ça peut être une clé d'entrée du point de vue de la représentation qui me semble très intéressante sous l'angle du processus constituant. Et en cela, d'ailleurs, la visibilisation écologique pour le constituant, ce n'est pas seulement d'ailleurs une question spatiale, c'est une question temporelle aussi. On entend beaucoup parler aujourd'hui des générations futures, évidemment, et par hypothèse, les générations futures, c'est une entité qui n'est pas encore là ou qui ne l'est que d'une manière incapable d'exprimer une voix particulière. Donc il faut trouver évidemment ce qu'on pourrait appeler des artifices ou de légitimes représentants qui vont aussi du côté de l'espace aux représentants de la nature ou du vivant non humain. Et donc, sous cet angle, il ne faut pas se limiter au processus législatif. Il faut imaginer que l'être ensemble vers lequel il faut qu'on se dirige doit, dès l'entame, évidemment, partir d'un postulat qu'il nous faut inclure dans une manière d'ouverture, évidemment, qui rend très très difficile par ailleurs d'autres nécessités de relocalisation, parce qu'il nous faut atterrir simultanément à cette ouverture, il nous faut aussi atterrir. Donc moi, je suis très sensible à l'idée qu'il nous faut encourager, et la France en a été relativement loin hein, dans son histoire, évidemment, tout processus constituant permettant de faire advenir, à partir d'un nouvel imaginaire, une autre forme de représentation, mais dans le processus même de ce nouveau contrat social vers lequel nous devons nous diriger. Ça c'est un point qui me semble important. Mais je ne voudrais pas du tout
déchanter ou être rabat-joie, évidemment, mais je crois qu'il est fondamental lorsqu'on veut bifurquer vers quelque chose d'autre, vers un autre imaginaire constitutionnel, et Carolina s'y emploie, et elle l'a fait extrêmement bien à partir d'une déconstruction, refondation dans son livre. Si l'on veut partir vers autre chose, je crois qu'il faut aussi qu'on soit d'une grande lucidité sur les forces à l'œuvre et qui elles-mêmes savent se rendre invisibles, justement pour le coup, et agir en sous-marin ou en sous-main. Ces forces aveugles qui, très puissantes, ont plutôt eu tendance historiquement à être les chevilles ouvrières des processus constituants et par ailleurs à bénéficier de l'interprétation à laquelle on se livre généralement des constitutions. Et là encore, je ne veux pas exagérer les louanges, mais Carolina l'a très bien dit, quand elle évoque toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel, là on se retrouve, sans proposer ici une analyse exagérément néo-marxiste, mais on se retrouve quand même en présence d'une institution qui, peut-être s'agit-il là d'un problème aussi de composition hein, de l'institution, mais pas seulement, mais d'une institution qui, évidemment, a tendance, même avec le matériau dont on dispose actuellement, hein, et qui permettrait sans doute déjà d'aller vers un peu plus d'égalité qu'on ne le fait généralement, eh bien, la tendance de fond est plutôt une tendance, à mon avis, à minimiser des choses absolument essentielles dans ce qui existe déjà et, et à mettre plutôt en avant des éléments qui renvoient tout à fait à ce que techniquement Carolina disait tout à l'heure, à savoir par exemple une domination outrageuse, pour ne pas dire outrancière, de l'exécutif dans un très très grand nombre de processus qui ensuite sont à nouveau des processus de production de règles et de production de lois. Donc, sous cet angle, il faut qu'on fasse très très attention parce que notre imaginaire dominant, pour l'instant en tout cas, je dirais dans une grande Europe, et pardon d'être un peu généraliste ici, et en France en tout cas c'est assez vrai, eh bien c'est plutôt un imaginaire à mon avis qui, en enchantant le droit de propriété, la liberté d'entreprendre par exemple, hein, ou la liberté du commerce et de l'industrie, le fait dans un contexte évidemment qui n'est pas hostile à des phénomènes de concentration que l'on voit à l'œuvre, hein, et que l'on voit à l'œuvre, vous le savez bien, partout, hein, qu'il s'agisse d'ailleurs du champ médiatique, du champ économique, qui sont deux champs qui se donnent la main très généreusement en ce moment. Donc voilà, peut-être que ce nouvel imaginaire suppose aussi qu'on soit très vigilant quant à d'éventuelles contradictions persistantes dans les valeurs qu'on accepterait ensemble de mettre au frontispice de cette nouvelle constitution. Il y a un moment, je crois, où il faut que l'on considère que dans l'articulation historique extrêmement trouble entre la liberté et l'égalité, par exemple, et je remplacerai volontiers dans une constitution écologique la fraternité de 1848 par la solidarité, qui serait encore plus inclusive que la fraternité. On pourrait parler de sororité, mais j'inclus tout ça dans une solidarité bien comprise. Je crois par exemple qu'il faut qu'on remette sur la table la question de l'ambiguïté du rapport entre liberté et égalité. Et je crois très sincèrement, et en écologie, on voit parfaitement bien les soubassements, je crois personnellement que la liberté, c'est un projet d'émancipation magnifique. C'est d'ailleurs un très beau projet historique que la gauche a très 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 bien travaillé au XIXe siècle. Mais cette émancipation-là, elle suppose que l'on repense en profondeur la liberté, mais aussi, évidemment, les dominations sous-jacentes, hein, et puis qu'on refasse de l'égalité et de l'égal accès à un certain nombre de ressources communes, un élément absolument central. Et sous cet angle, je crois que la question des biens communs, dont nous avons eu l'occasion, Claire, toi et moi, de parler un petit peu à l'Académie du climat il y a quelque temps de cela, la question des communs ou des biens communs redevient évidemment contre ce qu'on pourrait appeler un propriétarisme trop individualiste, une question absolument centrale. Mais vous voyez, je n'ai même pas besoin ici, dans mon exposé, d'entrer dans des détails techniques sur les questions d'environnement. Les questions environnementales sont très subséquentes. Les vraies grandes questions pour nous, ce sont évidemment des questions d'écologie inclusive. Or, l'écologie, c'est, pour moi, une représentation mentale des considérations sociétales et évidemment environnementales. Mais tout cela se tient de façon, me semble-t-il, extrêmement intime, extrêmement serrée. Euh, voilà, je crois, les communs, voilà, on a vu à quel point, hein, quand on était clair, toi et moi, à l'Académie du climat, à quel point il était difficile hein, de faire entrer les communs à travers un processus de constitutionnalisation dans cet édifice de valeurs. Mais je crois que c'est vraiment un enjeu absolument central, d'autant que lorsqu'on décompose ou déconstruit l'histoire de la propriété privée, d'abord on s'aperçoit que en 1789, ce qui a été mis en exergue, et en 1804, on le voit bien dans le Code civil, c'est, je dirais, une version parmi tant d'autres de la propriété ou de la non-propriété. Et en réalité, le choix de cette époque libérale-là
c'est un choix qui est contredit à peu près partout et toujours dans l'histoire, dans l'espace et dans le temps. Il y a tellement de façons de concevoir l'appropriabilité, la manière d'être ensemble ou de faire communauté. Et là, je crois qu'il y a quand même une forme d'idéologie dominante dont il faut non seulement se départir, mais dont il faut évidemment en permanence découvrir les soubassements et la turpitude, parce que cette idéologie a la grande faculté d'avancer masquée ou en tout cas de manière assez discrète en général. Mais aujourd'hui, et ça justifie parfaitement le webinaire à mon avis, on voit bien que des vents contraires et des... On connaît la phrase de Gramsci, hein, c'est à ce moment précis que surgissent les monstres en général, hein. Et on voit bien que nous sommes dans une période où la déconstruction de tout ce qui, d'une certaine manière, nous assujettit, doit être profondément entreprise. Quant à la refondation constitutionnelle, la question du processus constituant, de la représentation, c'est pour moi une question absolument centrale. Vous savez, les procédures ne sont jamais anodines en droit, hein. On le sait, nous, avec Carolina. Le diable, fût-il vert, d'ailleurs, se cache souvent dans le détail. Et il s'agit de regarder très très près ce qu'on choisit de faire, de mettre en avant quand il s'agit de dire on va élaborer, on va faire table rase, ou en tout cas on ne va garder du passé que ce qui nous semble encore valable, et on va faire table rase du reste pour fonder autre chose. Et donc il faut regarder à la loupe les procédures, et les procédures ne doivent pas être considérées comme données à nous. C'est-à-dire que nous devons même être l'auteur, les auteurs, les autrices de ces procédures-là. Il ne faut jamais être à la remorque ou subir. Sous cet angle, regardons ce qui s'est passé dans l'histoire constitutionnelle française. Est-ce que jamais une assemblée constituante très très ouverte a tenu la plume? Bien, vous voyez, pour la charte de l'environnement, on a eu quelque chose de relativement original par rapport à l'histoire de nos constitutions. Original, mais attention, ne nous enthousiasmons pas exagérément. La commission Coppens, à qui avaient été confiées les clés du camion, si vous me permettez l'expression, pour élaborer la charte de l'environnement, bon, qui n'est qu'une révision de la Constitution évidemment, cette commission Coppens, elle était composée de sachants, ou réputés tels, et avec peu de juristes, mais beaucoup de scientifiques. Et là encore, même si on peut s'émouvoir positivement de cette ouverture du côté de la société civile, finalement, hein, du processus constituant, bah, cette ouverture était très insuffisante parce que, d'une certaine façon, ce qu'on pourrait appeler les connaissances, l'expertise de la vie du quotidien, les connaissances de tout un tas de personnes souvent invisibilisées, n'ont pas été, à mon avis, suffisamment sollicitées dans le processus constituant. Il y a eu des sortes d'états généraux, voilà, il y a eu quelque chose de frémissant qui nous montrait bien d'ailleurs pourquoi la question écologique tenait la main à la question constitutionnelle à ce moment-là. Quelque chose s'est ouvert, mais Carolina l'a magnifiquement dit tout à l'heure, tout est à inventer. Voilà, il faut essayer de faire son miel en fonction des valeurs qu'on veut développer, de ce qui existe ailleurs ou s'est fait avant, mais surtout, il faut se décomplexer et se dire que tout est devant nous et qu'on peut inventer des choses.